Stéphanie Grandmont, Michel David, Christian Dufault, bonsoir. 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 Je commence avec le chemin Roxham. Je vous remonte les chiffres, ceux qui n'étaient pas avec nous en tout début. Il y a eu 20 000 en 6 mois d'entrées irrégulières par le chemin Roxham. Donc, c'est vraiment en forte augmentation par rapport aux autres années. On va le voir, c'était 16 000, 17 000. On les a, ils sont là. 16 000, 18 000, 18 000 et 20 000 en 6 mois. Les autres, c'est une année complète. Je fais entendre M. Blanchet qui a réagi aujourd'hui, chef du Bloc québécois, à ce dossier de Romain Chouet, puis on revient. Il y a une complaisance entre complices et faibles de la part du gouvernement et en particulier du premier ministre quant à l'exercice du contrôle qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place à nos propres frontières. Bon, ce que démontre Romain en parlant à des gens qui font le passage, c'est que c'est devenu vraiment une affaire très profitable. Puis on va les chercher de plus en plus au sud des États-Unis, ces gens-là. Stéphanie, on ne pourra pas éternellement laisser ça comme ça. Le statu quo va devenir pénible. Depuis des mois, depuis des années, c'est un peu comme une pièce de théâtre, si on veut, où tous les acteurs ont appris leur rôle et ça fonctionne tellement bien que ça roule. Et puis là, la dernière trouvaille, c'est qu'on entend qu'il y a des minivans qui sont organisés pour le transport à partir de la Floride. Et donc, le problème, c'est que tout ça est tellement bien organisé, mais c'est difficile de le défaire parce que tout dépend de l'entente des tiers pays sûrs. C'est des ententes canadiennes, des ententes internationales qui font que le Canada, si les personnes se présentent à la douane officielle, on doit les refuser, les renvoyer aux États-Unis. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là passent à côté par le chemin Roxham et à ce moment-là, le Canada n'a pas le choix de les laisser entrer. Et si on disait, bien, fermons le chemin Roxham, ça serait un peu comme de dire, on va mettre une roche au milieu d'une rivière en espérant que ça arrête le débit de l'eau. Bien, malheureusement, l'eau va continuer à passer, mais ailleurs. Donc, c'est ça qui est très difficile. Si on veut régler le problème, il faut remonter en amont à la source. Et ça veut dire faire des négociations avec les États-Unis. Mais évidemment, les États-Unis, ils n'ont pas vraiment d'avantage à négocier avec nous parce que c'est pas eux qui vivent le problème, mais plutôt le Canada parce que les immigrants viennent chez nous et non pas l'inverse. Alors, c'est pour ça qu'on est dans une situation assez complexe. On croyait il y a quelques mois qu'il y aurait des négociations qui mèneraient à une solution, puis finalement, pas vraiment. Alors, on en est toujours au même point. Justin Trudeau m'avait dit dans une entrevue au mois d'avril dernier, ou mars-avril-mai, entrevue de printemps, qu'il reconnaissait que c'était un problème qu'il était en train de négocier. Michel David, ça n'a pas bougé beaucoup, mais là, le nombre de passeurs et de migrants augmente. Oui, bien, les chiffres sont éloquents. Ça augmente et j'ai l'impression que ça va aller en augmentant encore. Et M. Trudeau, je comprends que c'est compliqué de négocier avec les Américains, mais à un moment donné, je pense que le Canada peut suspendre de façon unilatérale cette entente-là. C'est sûr que ça ne fera pas l'affaire des Américains. À tel point qu'on se demande même s'il n'y a pas une complaisance des Américains envers les passeurs qui les aident, dans le fond, à canaliser le flot des immigrants vers le Canada. Parce que j'imagine qu'il y a quand même... Ces gens-là se parlent. Si on est capable de faire des entrevues avec des passeurs, j'imagine qu'on pourrait aussi s'organiser pour les débusquer. La police, là, j'entends. Il n'y a aucune volonté du côté américain, c'est clair. Et à partir de ce moment-là, je pense que le Canada va être obligé, quitte à froisser un peu les Américains, d'agir. Maintenant, est-ce que M. Trudeau ou d'autres à Ottawa, ça fait un peu leur affaire que ça passe par Québec, parce qu'à peu près tout le monde passe par le Québec plutôt que de passer ailleurs. Je ne veux pas leur faire de procès d'intention, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une grande préoccupation pour cette problématique-là à l'extérieur du Québec. Christian? Oui, bien, c'est une honte. Je pense que non seulement le Canada peut suspendre, mais il doit suspendre maintenant. C'est une route qui est mondialement connue. C'est du commerce, en fait, de migrants. C'est totalement inacceptable. C'est un gros manque de respect, ça, pour les Québécois, puis que ça encourage les préjugés à l'égard de l'immigration. Et avant l'été, le premier ministre François Legault avait fait une sortie très sentie sur ce sujet-là. Et il avait été absolument pas approuvé par l'opinion publique québécoise. Très bien pensante.
qui nous disaient qu'on ne pouvait rien faire, c'était compliqué, que ça nuirait à la réputation du Canada. C'est honteux. Et puis là, on voit l'envers des bons sentiments. Il y a des gens qui se font exploiter. C'est un commerce qui est très bon, le reportage de Radio-Canada là-dessus. Donc, il faut, moi je trouve, suspendre ça maintenant. On peut le faire. Un gouvernement est souverain. La protection des frontières, c'est le premier rôle de l'État. Je n'en reviens pas de la mollesse de l'opinion publique québécoise, entre autres, dans ce dossier-là. C'est clair qu'on ne sent pas de volonté politique. Mais là, Christian, vous êtes trois, puis vous êtes un peu la même chose, là, je vous signale quand même. Là. Vous êtes trois ce soir, puis à l'époque aussi. Mais vous aviez des mots plus durs. Je trouve qu'il faut fermer maintenant. Je trouve qu'on peut le faire. C'est sûr que le gouvernement fédéral peut le faire. C'est 40 000 personnes par année. Puis là moi, je ne suis pas d'accord que tout le monde est d'accord. Les gens disent que c'est compliqué, c'est pas vraiment acceptable. Mais je trouve que l'opinion publique québécoise devrait être... Et j'espère qu'on va en parler peut-être au débat ce soir. Je sais, à l'époque, Gabriel Nadeau-Dubois avait dit « Ah, c'est très compliqué, etc. » Ou au débat la semaine prochaine. Moi, comme Québécois, ça me choque beaucoup. Celui de ce soir, je n'ai pas beaucoup de contrôle, mais très bien. OK, c'est noté. C'est noté. Parlons-en de la campagne électorale. Je vous montre un premier tableau que j'ai montré à Régis Labombe il y a une seconde. Intention de vote générale partout sur le territoire du Québec. Monsieur Legault, 38, c'est une légère baisse de 4 points. 1 point de plus pour Mme Anglade, vous le voyez. 2 points de plus pour Nadeau-Dubois. 18, 17, 15 et 11 pour le Parti québécois. De manière générale, puis je vais vous montrer Sherbrooke après, je trouve ça encore plus intéressant, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut en dire, Michel David? C'est que ça n'a pas bougé tant que ça, en 2 mots. Là. Bien, ça a bougé de 4 points, mais à partir du moment où les 4 points que la CAQ a perdu se répartit presque également entre les 4 autres partis d'opposition, ça ne change pas grand-chose en termes de projection de comté, ça. Alors, je ne suis pas sûr que M. Legault doit être terriblement inquiet. Il faudrait que ça arrête à un moment donné. Je pense que ça dénote, d'une part, que ça ne pouvait que descendre. Je pense aussi que les gens ne sont pas très admiratifs de la campagne de M. Legault, puis honnêtement, ce n'est pas sa meilleure. Mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Ce qui est intéressant, puis peut-être qu'on pourra en parler plus tard, c'est de voir vraiment qui va former l'opposition officielle. Il y a effectivement des luttes qui sont intéressantes un peu partout. On va en reparler, mais premier tour de table sur l'allure générale et ce petit recul de M. Legault. Stéphanie? Oui, bien, peut-être qu'il y a des gens qui ont sanctionné M. Legault quand même pour les gaffes qu'il a faites pendant la campagne. C'est sorti sur l'immigration. Bon, à savoir, mais évidemment, c'est pas un recul qui est dramatique et qui ne changera probablement pas le fait qu'il risque d'avoir 100 sièges à l'Assemblée. En fait, ça va peut-être seulement augmenter la distorsion électorale où on se trouve à avoir quelqu'un qui a seulement 38 des voix, mais qui se retrouve avec 40 des sièges, ce qui est tout à fait inusité. Mais sinon, ce qui va être intéressant, évidemment, ça va être de voir les libéraux puis les solidaires qui sont à peu près au coude à coude en ce moment. Je pense que ça va être un peu une lutte à qui va être capable de faire sortir le vote, comme on dit, parce que pour les solidaires, le défi, c'est de faire voter les jeunes qui sont, on le sait, là, ils votent en fait 2 fois moins, le taux de participation est 2 fois moins élevé que les personnes plus âgées. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de les convaincre d'aller voter? Puis pour les libéraux, bien, est-ce qu'ils vont être capables d'aller convaincre les allophones et puis les anglophones d'aller aux urnes? On sait qu'à la dernière campagne, il y avait eu bien de la difficulté. Et là, ça va peut-être être encore pire parce que, avec les tergiversations de Dominique Anglade là, à propos de la langue, ça a froissé pas mal les anglophones. Puis je suis pas sûre que les partis anglophones qui sont nés vont les convaincre davantage d'aller voter. Et on voit que le seul endroit où la CAQ n'est pas en avance, c'est à Montréal, Christian, là, clairement, parce que partout ailleurs, c'est une domination de la CAQ. Moi, c'est un peu dans la nature des choses, parce que la CAQ, en fait, vise avant tout l'électorat francophone. Mais moi, je te dis, je trouve que 4 points, c'est beaucoup, moi, je trouve, pour la CAQ. C'est pas mineur comme baisse. Surtout qu'on est juste à mi-campagne, puis est-ce que c'est le début d'une tendance? Il y a encore beaucoup de gens qui sont indécis. Et on dit tout le temps que la CAQ domine. Moi, 38 %, c'est pas tant que ça. C'est parce que, évidemment, ceux qui ne votent pas pour la CAQ sont divisés entre plusieurs partis. Donc, ça confirme qu'il y a bien des choses qui restent possibles.
Et à la place de M. Legault, bon, je ne dis pas que je serais désespéré du tout, là, mais je serais un petit peu stressé. Est-ce que ça bouge? 4 moi, je trouve ça beaucoup. Pour être franc, là, on va me dire la marge d'erreur, là, mais comme pourcentage, c'est pas rien. Et c'est clair qu'il y a du mouvement. On le sent qu'il y a du mouvement. Elle est intéressante, cette campagne-là, comme la plupart des campagnes, de toute façon. Tout reste possible. C'est un cliché que de dire ça, là, mais tout, à peu près, reste En tout cas, pour possible. la deuxième place, tout reste possible. Ben, tout reste possible en totalité, là, en absolu. Ou même, à la limite, peut-être que Legault pourrait être minoritaire. Qui sait? Ah, bon. OK, N'excluons rien. Michel N'excluons David. rien. Deuxième place, vous disiez course intéressante pour la deuxième place. Parce que là, 18-17 pour les intentions de vote. C'est sûr que le vote libéral est plus concentré à certains endroits, mais bref, c'est intéressant, là. Oui, mais la position, paradoxalement, la position du Parti libéral est plus solide dans la mesure où c'est Château-Fort du West Island. Là, je ne parle pas de ce qu'ils pourraient perdre dans le centre de Montréal et à Laval. Je pense que ces Château-Fort, disons, sont suffisamment nombreux pour lui permettre de conserver son statut d'opposition officielle. Il faudrait vraiment que Québec solidaire fasse beaucoup de gains. Et les gains de Québec solidaire vont être difficiles à faire. Ça va être, s'ils en font, ça va être vraiment là, par la peau des fesses, si je peux dire. On pourra parler tantôt de Sherbrooke, Bien, par justement, exemple. allons-y à Bon. Sherbrooke, parce que c'est un bel exemple. D'abord, il ne faut pas qu'ils en perdent. Vous dites, pour espérer dans leur rêve être opposition officielle, il faut qu'ils gagnent des circonscriptions, ce qui n'est pas fait. Et qu'ils n'en perdent pas. Et qu'ils n'en perdent pas. Bien, voilà le cas de Sherbrooke, où il y avait eu un sondage coulé par la CAQ qui montrait Caroline Saint-Hilaire en avance. Voici un autre sondage, une autre firme pour la Tribune qui montre au contraire que Christine Labrie est en avance. Là, ça ressemble extrêmement... C'est une lutte à deux à Sherbrooke. C'est peut-être, moi, ma circonscription chouchou. Là, ça va me montrer... Si la CAQ arrive à déloger Québec solidaire, ça sera quelque chose. Stéphanie. Oui, c'est sûr et certain. En tout cas, ça montre que la CAQ n'est pas prête à... Elle va aller dans tous les coins pour aller chercher tous les gains possibles, et ça, c'en est un. D'envoyer une candidate vedette comme Mme Saint-Hilaire contre Christine Labrie, évidemment, ça va être très serré. Puis encore là, je dirais la même chose. Ça va peut-être se jouer sur la participation. Parce que là, en ce moment, il y a encore beaucoup d'indécis aussi, là. Je voyais un sondage qui donnait 42 de personnes qui pourraient changer d'avis. Tout n'est pas joué. Et faut-il que les gens aillent voter. Donc, Sherbrooke, c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Oui, quand on leur demande pour qui vous votez, peut-être qu'ils disent Québec solidaire, mais est-ce qu'ils vont y aller pour vrai? Et on voit que, oui, les jeunes sont très largement favorables à QS, mais les plus âgés sont davantage favorables à la CAQ. Donc, si ce sont eux qui vont voter, bien, ça va peut-être faire la différence. Oui, Christian. Ben, c'est vrai que pour Québec solidaire, il peut y avoir des espoirs. Entre autres, dans la région de Sherbrooke, c'est très clair. On voit que le parti n'est clairement plus juste un parti là, montréalais là, du plateau. Là, on est rendu à autre chose. Le Parti québécois aussi, il peut peut-être provoquer des surprises. Moi, je sens une sympathie, en fait, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui se disent « Ouais, si le PQ disparaît, c'est le seul parti qui parle de langue, vraiment, franchement, du français, ça peut être problématique. » Et l'autre élément, dans cette campagne-là, en fait, au départ, l'élément nouveau, c'était carrément Éric Duhem et le Parti conservateur. Hein, c'est lui, en fait, qui brassait les cartes, qui changeait les choses. Puis là, M. Duhem a des problèmes. On en a parlé au panel il y a 2 jours. Patrice, je trouve toutes les histoires là, sur les impôts pas payés, tout ça, c'est clair que c'est du plomb dans la lèvre. Est-ce qu'il va être capable, entre autres peut-être au débat ce soir, de dépasser ça, puis de dépasser son groupe de convaincus? Il y a des gens qui sont déjà convaincus, en fait, de voter pour Éric Duhem, mais il y avait un potentiel plus grand. Donc, c'est pour ça que là, on parle, c'est notre job. Là. Mais je trouve qu'il y a bien des choses qui sont possibles dans cette campagne-là, si à la fin... On apprécie que vous disiez ça, Christian, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tout est joué, que tout est fait, que c'est immobile. Puis si jamais l'improbable se produit, bien, on va garder la cassette, là, parce que vous avez dit que peut-être il pourrait être minoritaire. Je dis n'importe quoi, Patrice, vous le savez. Mais c'est très bien, ça. Mais ce qui est vrai, Pascal, c'est qu'il faut... Patrice. Pascal. Il n'y a pas de souci. Patrice. Il faut se méfier des projections. Par exemple, je regardais juste pour le plaisir, après avoir vu le sondage dans Sherbrooke, les projections du site Québec 125, où dans Sherbrooke, on donne relativement... on attribue ça à la CAQ. Il y a la même chose d'ailleurs dans Abitibi.
Or, ces projections-là sont faites à partir de sondages plus nationaux et on comprend que c'est une formule mathématique. Mais quand on arrive sur le terrain, là, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est plus dans les règles mathématiques. Là. On ne sait pas exactement ce qui a touché les électeurs dans le cours de la campagne. Par exemple, en Abitibi, est-ce que la fonderie Horn là, va vraiment être déterminante? Je pense que ça va jouer beaucoup en faveur de QS. Le gouvernement... Bien, voyez-vous, moi, je pense que non, justement. Puis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parlé à haute voix à Rouen qui disent, là, lâchez-nous, et que ça va peut-être aider la CAQ qui a un ancien, d'ailleurs, c'est assez ironique, ancien député libéral, oui, tout à fait. qui est conseiller municipal à Rouen. Alors, la dynamique régionale, mais J. Fournier, je lui dis souvent en ondes, là, mais hors d'ondes et en ondes, les projections de sièges, il faut se méfier de ça comme la peste. Là. Hein, parce que ça peut encore bouger, Stéphanie, effectivement. Là. Sans dire que tout va se transformer. Ben oui, ça parce peut que... bouger. Les débats n'ont même pas eu lieu. Moi, je pense que les gens, avant, de toute façon, avant la fête du travail, les gens n'avaient pas la tête à ça. Et il y a bien des gens qui ont suivi du coin de l'œil. Il y a 5 partis, il y a une multitude de promesses, d'engagements. Là, on entre dans le sérieux, là, dans le crunch, parce qu'avec les débats, il y a peut-être beaucoup plus de monde qui vont dire, OK, là, de quoi il est question, qui vont se faire une tête, qui vont... puis c'est dans les derniers jours, peut-être que les gens vont se décider. Il y a encore beaucoup d'indécis. Bon, bien, très bien. Un petit mot sur le Parti conservateur du Canada qui, finalement, s'est excusé. Je vous montre, mais par tweet. Les gens ont dit aujourd'hui, c'est un tweet qui a été rédigé par un robot. C'est amusant. Le Parti conservateur du Canada, on va le voir, s'excuse pour un message texte automatisé envoyé plus tôt aujourd'hui aux membres du parti dans la circonscription de Richmond-Arthabasca, M. Raez. En fait, le parti disait demander, lui, qu'il démissionne parce qu'il tourne le dos à la lutte contre l'inflation, etc., etc. Bon, on en est où? C'est la politique, Christian, c'est les règles du jeu, puis c'est comme ça. On a l'impression que les excuses ont été rédigées par un robot aussi. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que les conservateurs de M. Poilievre, ils commencent mal, en fait, leur campagne au Québec. On dirait qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le Québec. Le Québec, c'est une culture politique fondamentalement modérée. Les conservateurs qui existent au Québec, il y en a, là, il y a un vieux fond bleu. C'est pas un radicalisme à l'américaine. Alors, la façon de M. Poilievre s'est comporté à l'égard d'Alain Reyes, vraiment, c'est un manque de courtoisie. C'est pas québécois, en fait. OK. Très bien. Et Tour de dans table, ce sens-là, il je reste trouve une minute. que c'est important ce qui est arrivé. Et il y a un message qui est envoyé au Québec. On dirait qu'ils ne comprennent pas ce que c'est le Québec, la gang de Poilievre. Michel. Oui, moi, je pense que c'est une erreur, manifestement. D'ailleurs, robot, on a l'impression des fois que M. Poilievre lui-même est un peu robotique dans ses réactions. Écoutez, on aurait dû, je pense, laisser M. Reyes digérer sa défaite pendant un certain temps. Il ne se représentera probablement pas comme indépendant de toute façon. Et c'est inutile, je pense, parce que les conservateurs vont vouloir récupérer ce comté-là, de blesser les supporters de M. Reyes, qui sont nombreux dans son comté. Il est très, très apprécié. Et je pense vraiment que c'est une erreur grave sur le plan politique. Et c'est peu importe ce qu'on croit de sa décision d'avoir quitté si vite, c'est un organisateur qui était respecté chez plusieurs conservateurs. OK, bien Stéphanie, une autre fois, c'est terminé. Je n'ai plus de temps. À très bientôt, vous trois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.